Bonacci, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr avec tout son écosystème, que ce soit la chaîne Facebook, la page Facebook, la chaîne YouTube, Twitter, tout ça. Je suis sur pas mal de réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Tout ça pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques de l'analyse métier et puis pour vous aider, vous qui êtes ou qui voulez être business analyst, à découvrir ce métier et ses bonnes pratiques. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à ma page Facebook, si vous n'avez pas non plus été encore abonné à la newsletter, n'hésitez pas, ça vous apportera plein d'informations gratuites pour connaître ce métier. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, je vais répondre à une question qui m'a été posée, que ce soit par le biais des commentaires qu'on me laisse ou par les emails qu'on peut m'envoyer ou tout autre canal de communication. Et donc la question du jour, c'est une question que j'ai retrouvée en fait dans les résultats du sondage que j'avais fait en 2020 à mes abonnés et je n'avais pas répondu, donc c'est l'occasion puisque c'est encore une fois une question cruciale et c'est quels sont les différents types d'exigences. Alors comme d'habitude aussi je vais faire un plan, donc vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime bien structurer ma réponse. Donc la première chose, c'est que vous compreniez ce que c'est une exigence et que vous ne le confondiez plus avec la notion de besoin. Et d'ailleurs, aparté, il y a dans quelques jours un nouvel article qui va paraître, qui a été écrit par Stéphane Badreau, que je remercie au passage, qui va justement bien expliquer cette différence entre besoin et exigence. Donc là, j'ai un petit peu récupéré le contenu de son article pour cette toute première partie du live. Donc, différence entre exigence et besoin. En deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de distinguer les différents types d'exigences pour faire votre métier de business analyst. Et puis après, on va passer aux différents types d'exigences et je vais vous le faire en trois étapes. La première étape, ça va être de le voir sous le prisme du schéma de certification IIBA, International Institute of Business Analysis. Quels sont les différents types d'exigences pour ce schéma de certification-là et en quatrième partie, on va y réfléchir du point de vue de l'IREB, qui est un autre schéma de certification qui est donc spécialisé dans tout ce qui est ingénierie des exigences, qui voit la notion d'exigence d'une autre manière. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de comprendre les deux visions et à la fin, je terminerai avec ma propre vision à moi. Je n'ai pas envie de vous embrouiller, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai une vision qui finalement fait un petit mix entre tout ça. Tout simplement, c'est mon expérience qui parle dans cette histoire-là. Voilà, donc ça c'est le plan de ce live. Et c'est parti pour la première section, la définition entre une exigence, ou plutôt la différence entre une exigence et un besoin. Et là encore, je répète, c'est un grand merci à Stéphane Badreau qui a écrit un article apparaît dans quelques jours qui me donne un petit peu matière à vous répondre sur cette partie-là. Alors première chose, un besoin c'est quoi? Un besoin c'est une nécessité, un désir, un manque ou une insatisfaction éprouvée par un utilisateur, un client, etc. etc. Donc, c'est vraiment nécessaire pour vous que vous compreniez bien, c'est un besoin, c'est une expression d'un manque, d'une insatisfaction. La spécificité d'un besoin qui constitue vraiment la différence avec la notion d'exigence, c'est qu'un besoin n'est pas toujours exprimé. Même si en plus de ça, on vous l'exprime, ou un utilisateur ou un client va vous exprimer un besoin, méfiez-vous parce que finalement, ça peut ne pas être vraiment son besoin racine. Donc, les besoins, ils peuvent être exprimés, ça c'est le plus simple, mais attention parce que même les besoins exprimés, ils ne sont pas forcément fiables, mais vous avez également les besoins latents, les besoins cachés, les besoins non conscients, etc. Donc, en tant que business analyst, eh bien, c'est à vous en fait d'aller exhumer un petit peu tous ces besoins et ne pas penser que parce qu'on vous exprime un besoin, ça y est, vous avez fait le tour, vous avez fait le tour de tous les besoins. Pas du tout. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a des techniques d'élicitation qui permettent d'aller chercher un petit peu tous les besoins latents, non exprimés, non conscients, etc. D'aller les éliciter. Donc, c'est le recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Et puis également, il y a les compétences relationnelles et comportementales du business analyst qui sont ultra importantes pour aller chercher ces besoins. Donc ça, c'est la première chose. Si je peux donner un exemple, c'est j'ai besoin d'avoir un site e-commerce pour pouvoir développer mes ventes à l'international. Ça, c'est un besoin. J'ai un manque d'un outil qui va me permettre de développer mes ventes à l'international. Alors là, attention, parce que déjà, on parle de solution. Parce que déjà, on dit j'ai besoin d'un site e-commerce. Moi, j'aime bien dire j'ai besoin de vendre davantage à l'international. Et après, on réfléchit à la solution qui peut être multiple. Ça peut être un site internet, un site e-commerce, mais ça peut être plein d'autres choses.
Une exigence. Alors, une exigence, c'est c'est le terme qu'on utilise pour exprimer de manière plus restrictive et plus restrictive en fait un besoin, dans le sens où c'est plutôt une condition ou une capacité que doit posséder un produit ou un logiciel ou un système d'information. Donc là, on est vraiment dans la notion de contrat, entre guillemets, qui est passé entre un client, un utilisateur et le produit, la solution, laquelle doit garantir que celle-ci possédera la capacité à satisfaire son ou ses besoins. Mais en même temps, si vous avez bien suivi ces définitions, ce n'est pas parce qu'un utilisateur ou un client il a un besoin qu'il a exprimé ou qu'on aura réussi à lui faire exprimer, ce n'est pas parce qu'il a un besoin que votre produit ou votre logiciel il va y répondre par le biais d'exigences. Donc ça aussi, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Donc ça, c'est la différence entre exigence et besoin. Deuxième partie de ce live, pourquoi finalement c'est si important de distinguer les types d'exigences? Parce que ça peut être juste une terminologie, un truc théorique à apprendre. Non, non, en fait c'est vraiment important. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on doit distinguer besoin et exigence? Je pense que vous l'avez compris, mais il faut garder en tête, c'est que le business analyst, il est garant de la satisfaction de l'utilisateur et du client. Il doit vraiment lui apporter une valeur ajoutée. Et donc, si un besoin ne peut pas être satisfait par le biais d'une solution, il faut proposer, en tant que business analyst, il faut proposer ou en tout cas mettre en lumière cet écart-là entre « ok, tu as un besoin, mais la solution ne va pas y répondre ». Donc, il va falloir, toi utilisateur, toi client, que tu trouves une autre manière de satisfaire ton besoin qui soit hors système d'information, hors produit. Alors, je vous donne un exemple. On vous dit, voilà, bon ça c'est le projet de système d'information, je suis désolée, c'est souvent à ça que je fais référence quand je parle de business analyst, même si on ne parle pas que de système d'information, mais prenons cet exemple-là, vous allez implémenter un logiciel comptable. Parmi les besoins que vous avez recueillis, je sais pas, les comptables, ils vous disent ça serait bien qu'on puisse récupérer la fiche du client, les devis qui ont été générés avant qu'il devienne client, parce qu'un client finalement c'est quoi? C'est lorsque un prospect passe commande et donc il y a une commande et après il y a surtout une facturation. Donc il y a eu une étape de recherche, de recherche de futurs clients, de prospects, qui a amené à un moment donné à une facturation. Donc votre logiciel comptable, ok, il va avoir des numéros de facture, il va avoir des plans comptables, etc. Il va avoir aussi des fiches qui correspondent à ses comptes clients. Mais vos utilisateurs, ils disent ça serait quand même bien que plutôt qu'on se remette, qu'on ressaisisse à la main toutes les informations du client, puisque tout existe déjà dans le logiciel qui gère la prospection, tout ce qui est CRM, Customer Relationship Management, c'est des outils également qui permettent de gérer tout ce qui est relations clients. Puisqu'on a déjà tout saisi dedans, il y a eu un numéro de devis, plutôt que de tout ressaisir dans le logiciel comptable, on voudrait que ça se déverse automatiquement. Donc là, vous avez identifié le besoin d'avoir une automatisation d'un déversement de données clients d'un logiciel externe, le CRM, vers le logiciel comptable que vous êtes amené à mettre en place. Donc ça, c'est un besoin. Mais vous, quand vous allez concevoir votre solution, vous allez croiser avec plein d'autres contraintes. Ça peut être les contraintes du projet, ça peut être budgétaire, ça peut être des délais, ça peut être les contraintes techniques. Par exemple, une impossibilité technique de faire matcher en fait le CRM, à s'interfacer entre le CRM et le logiciel comptable. Enfin voilà, il y a plein de contraintes que vous aurez vous élicitées, recueillies auparavant, et vous allez donc dans la partie exigence faire ce delta en disant voyez monsieur l'utilisateur, vous voudriez ça, c'est votre besoin que vous m'avez exprimé de ne pas avoir à tout ressaisir dans le logiciel comptable, mais dans le logiciel comptable au final je ne pourrais pas le faire. Donc pas tout de suite, peut-être plus tard, parce que budget, parce que impossibilité technique, parce que tout ce que vous voulez. Et donc en fait, vous, en tant que business analyst, vous devez vraiment faire cet effort de différencier le besoin et l'exigence de la solution technique pour que derrière, le comptable dise « Ok, alors en ce cas-là, si je n'ai pas d'interface qui permette de déverser les données automatiquement, il faut que je mette en place peut-être une fiche navette où on résume je ne sais pas, toutes les données du client pour que ce soit facile après à ressaisir et rapide à saisir dans le logiciel comptable. Ou alors, vous pouvez proposer une solution beaucoup moins chère et plus rapide à mettre en place, donc vous en tant que business analyst, en disant par contre ce qu'on peut faire, ce qui est possible, c'est de mettre en place une fonctionnalité d'import-export
Donc on exporte en CSV par exemple du CRM et on va importer dans le logiciel comptable le fichier en CSV. Et ça coûte pas cher et c'est rapide à mettre en place. Donc ça, vous pourriez proposer comme solution alternative. Tout ça parce que vous avez vraiment fait, vous avez compris en fait la différence entre le besoin et l'exigence de la solution technique et que vous y avez répondu. Ou en tout cas, si vous ne pouvez pas y répondre dans la solution ou dans le produit, vous avez acté qu'il y avait un delta entre les deux. Et c'est à votre client, à votre utilisateur de réfléchir à comment ils peuvent combler ou satisfaire leurs besoins d'une autre manière. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de distinguer besoins et exigences. Alors après, le sujet du live, c'est quels sont les différents types d'exigences. L'exigence, vous avez compris, c'est côté solution. On n'est pas côté besoin, on est côté solution. Donc, quand vous allez faire la conception fonctionnelle, que ce soit d'un produit ou d'un système d'information, eh bien, vous allez vous baser sur les exigences pour rédiger votre documentation, les livrables, les artefacts si vous êtes en approche agile. C'est le business analyst qui est vraiment chargé de la conception fonctionnelle d'une solution. Donc pour mémoire, quand vous avez un projet, que ce soit un projet de système d'information ou pas, mais là je vais encore une fois me focaliser sur le projet de système d'information qui sont les plus fréquents. Vous avez une phase d'avant-projet où on analyse l'opportunité de lancer un projet, de mettre le budget dedans, etc. Après, on va passer en mode projet, dans une phase de projet où on a tout ce qui est analyse, recommandation de solutions, conception fonctionnelle. Après, on va passer à la conception technique, au développement technique, à tout ce qui est test. Après, on va mettre en place le déploiement de la solution. Et après la phase projet, on va passer en phase de garantie et en phase de maintenance évolutive et corrective. Ça, c'est ce que je vous ai donné, c'est le cycle de vie d'une solution, quelle qu'elle soit. Eh bien, le business analyst, c'est lui qui va faire la conception fonctionnelle, entre autres. Et donc, il va se baser sur les exigences. Il faut qu'il les connaisse. Mais je vois souvent des business analysts débutants qui mélangent toutes les exigences entre elles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de recul, ils n'arrivent pas à savoir quel est l'objectif de l'exigence qu'ils veulent décrire. Le business analyst, donc, il va décrire la capacité de la solution cible à satisfaire les besoins futurs en termes de comportement de la solution et de conditions d'utilisation, d'usage. Mais également, et là c'est très important, et c'est souvent, voire pas quasiment tout le temps, mais très très souvent oublié, on oublie qu'entre une solution existante et une solution future, il y a une phase de transition. Imaginez que vous ayez ce fameux logiciel comptable, vous avez un vieux logiciel comptable, il faut le remplacer par un logiciel plus moderne, plus adapté aux besoins de l'entreprise. Comment vous allez faire le jour où vous allez basculer d'un système comptable à un autre? Il y aura sans doute un moment où les utilisateurs n'auront plus accès à un outil comptable. Ça, c'est pas grave, entre guillemets. Enfin, c'est embêtant pour les utilisateurs, mais il peut y avoir des moments, des choses beaucoup plus impactantes. Par exemple, je ne suis pas chez Tesla, hein, vous connaissez peut-être les voitures électriques de monsieur Elon Musk. Eh bien, Tesla, à distance, ils mettent à jour tous les logiciels des voitures. Pas besoin de se déplacer en concession. D'ailleurs, ils n'ont pas de concession, je crois, automobile. Tout est fait à distance. Les logiciels, ils sont faits à distance. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec des fonctionnalités supplémentaires dans la voiture que vous n'aviez pas avant. Eh bien, il faut pouvoir gérer, en fait, cette transition. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec une incapacité à utiliser votre produit, votre système d'information pendant la phase de transition. Et ça peut être parfois beaucoup plus grave que simplement un logiciel comptable. C'est embêtant de ne pas pouvoir l'utiliser pendant quelques heures, mais ce n'est pas critique. Voilà, donc il faut penser aux exigences également qui sont temporaires, je vous en parlerai un petit peu plus tard, puisque vous allez devoir spécifier comment votre système il va se comporter pendant cette phase de transition. Donc, voyez, les types d'exigences, elles sont importantes à comprendre parce que les objectifs et les impacts que ça peut avoir sur votre client, sur vos utilisateurs peuvent être très différents et ça va vraiment, cette compréhension qu'il y a différents types d'exigences, ça va impacter votre réflexion en tant que business analyst, ça va impacter votre manière d'aller chercher l'information. Admettons que vous disiez, OK, je vais mettre en place un nouveau le logiciel comptable cible et je vais du coup faire des ateliers de travail spécifiques auprès de mes contributeurs pour leur demander comment ils peuvent gérer un jour, 2 jours, une semaine sans outil de travail. Et vous allez réfléchir avec eux comment faire. Alors peut-être qu'il faudra mettre en place des fonctionnalités très particulières pour cette phase-là.
Je vous en parlerai également après. Mais peut-être que c'est juste mettre en place une procédure, un processus métier pour les aider à ne pas être complètement à la ramasse et en panique parce que c'est bientôt la clôture comptable et ils ont besoin de saisir les dernières pièces, par exemple. En général, on ne fait pas un déploiement à ce moment-là, mais voilà, vous saisissez un petit peu l'enjeu. Donc, votre travail de business analyst, il va vraiment être impacté par la compréhension qu'il y a différents types d'exigences. Alors, allons-y. Quels sont les différents types d'exigences? Alors, je vous ai dit, en introduction dans le plan, si vous allez vous certifier à l'analyse métier via le schéma de certification International Institute of Business Analysis, alors j'en parle pas de manière anodine, je suis au conseil d'administration de ce schéma de certification, c'est le schéma de certification historique, donc je le connais mieux que les autres bien entendu. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous ne savez pas ce que c'est un schéma de certification à l'analyse métier et que vous voulez en savoir plus, allez voir un petit peu sur ma chaîne YouTube. J'ai plusieurs vidéos sur le sujet, comment se certifier, quels sont les schémas de certification, et également sur mon blog. Je donne pas mal d'informations là-dessus. Donc revenons à votre, par exemple, souhait, vous, business analyst ou futur business analyst, de vous certifier IBA. International Institute of Business Analysis. Comment vous allez faire? Vous allez commencer par vous procurer le corpus de connaissances qui s'appelle le BABOC. Et dans ce corpus de connaissances, il y a plein d'informations et à la fin, quand vous allez présenter, vous allez vous préparer à la certification, il y a un QCM à passer et dans le QCM, on va vous poser des questions mais liées au corpus de connaissances du schéma choisi. Donc pour l'IBA, le BABOC, mais il y en a d'autres. Il y a l'IQBBA, le PMI, BA, il y a ISTQB pour les tests logiciels, alors ça c'est vraiment les tests, il y a IREB également. Donc la certification est basée sur le corpus de connaissances. Et au niveau des exigences, pour l'IBA, il y a une classification qui est vraiment spécifique à ce schéma de certification que vous ne retrouverez pas au niveau de l'IREB, dont je vous parle juste après. Alors, il faut savoir également que le BABOC, à l'origine, est en anglais. En anglais, une exigence, c'est requirements. D'où certains livrables que vous voyez sans doute quand vous êtes business analyst, qui est Business Requirements Dossier. C'est vraiment le terme anglais pour la notion d'exigence. Mais en français, en fait, on le traduit par exigence, qui est, comme vous l'avez compris, la notion de solution et pas de besoin. Mais si vous regardez dans le BABOC, en réalité, il y a les deux qui sont mélangés parce qu'il distingue 4 exigences. Alors, je vous donne les termes anglais. Business Requirements, Stakeholder Requirements, Solution Requirements et Transition Requirements. Dans le BABOC du schéma de certification IBA, un requirement, donc une exigence en français, littéralement, je veux dire, c'est à la fois des besoins métiers, c'est-à-dire tout ce qui est business requirements et stakeholder requirements, c'est vision métier d'un côté et besoins métiers stricts de l'autre côté. Et vous avez solution requirements qui regroupe les fonctionnalités et les exigences non fonctionnelles et transition requirements qui regroupe les exigences de transition. Donc faites attention, si vous passez une certification IBA, la notion d'exigence telle qu'elle est traduite en français, en réalité, elle regroupe la notion de besoin métier et de vision stratégique également. Donc, méfiance. Ensuite, l'IREB. Alors, l'IREB, c'est un autre schéma de certification, International Requirements Engineering Board. C'est un schéma de certification qui est focalisé sur l'ingénierie des exigences dans les systèmes d'information. Et là, si vous voulez être certifié IREB, eh bien pareil, vous allez vous imprégner du corpus de connaissances de l'IREB pour passer les QCM qui vont vous permettre d'être certifié. Et évidemment, les QCM se réfèrent au syllabus, donc ça s'appelle ça des syllabus, qu'il va falloir connaître par cœur. Et eux, eh bien, ils ont leur propre classification d'exigences. Mais en l'occurrence, pour l'IREB, comme c'est focalisé sur l'ingénierie des exigences de la solution, eh bien, ils le voient par le périmètre solution uniquement. Ils ne réfléchissent pas en termes de besoins. On va dire dans la réflexion IREB, les besoins, ça a été déjà fait avant. Eux, ils sont focalisés sur la solution. Et donc, quand on regarde le syllabus de l'IREB, ils ont 2 types d'exigences. Ils ont les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles qu'ils détaillent en 2 sous-groupes, exigences qualité et contraintes. Donc là, au niveau du schéma de certification IREB, une exigence, c'est vraiment une exigence de la solution qui est détaillée en sous-catégories. Et je ne sais pas si vous avez tilté, mais il ne parle pas d'exigence de transition
Donc, contrairement à l'IBA qui est focalisé sur le périmètre entier de la business analyst en tant qu'accompagnement à un changement, l'IREB est focalisé sur la solution cible, point barre. Il ne regarde pas comment ça va être implémenté. Les processus de déploiement, entre guillemets, ce n'est pas leur périmètre d'analyse. Donc, au niveau de l'IREB, on n'évoque pas les besoins, on n'évoque pas les exigences de transition d'un système existant vers le système cible, sauf à un moment donné, on parle de traçage, on fait en sorte de pouvoir tracer la source en fait de l'exigence, mais mis à part ça, on n'en parle pas de manière aussi précise que ce que je vous ai dit juste avant dans le schéma IIBA. J'espère que vous suivez, que ce n'est pas trop technique, sinon je m'excuse, mais de toute manière cette question était déjà un peu pointue. Donc si vous êtes totalement débutant en analyse métier, il est fort probable que ça vous semble un peu compliqué, auquel cas je vous conseille d'aller regarder sur mon site, il y a de nombreuses informations déjà plus vulgarisées pour vous aider à ça, et puis également sur la chaîne YouTube. Alors, en dernière partie, moi je voudrais vous donner ma propre classification d'exigence. C'est pas de type d'exigence, alors c'est pas pour vous embrouiller, c'est simplement que pour moi, ça me semble beaucoup plus logique, beaucoup plus clair d'utiliser cette classification qui en réalité, j'ai rien inventé, c'est un mix entre ces deux-là et c'est juste que je l'ai expérimenté sur le terrain. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair parce qu'après, en tant que business analyst, une fois que vous avez compris cette typologie, c'est beaucoup plus simple d'aller recueillir l'information sur chacune de ces types d'exigences parce que vous savez à quoi elle va servir cette exigence, pourquoi elle existe. Alors les voici. Alors tout d'abord, ce que je ne considère pas comme une exigence, c'est tout ce qui est métier, c'est-à-dire la vision métier et stratégique et les besoins métiers utilisateurs. La vision métier, c'est voilà, je veux me développer à l'international, où je vais être numéro 1 dans mon secteur d'activité à l'international. Ça, c'est la vision métier. Les besoins métiers, ça va être ceux que vous allez recueillir auprès des utilisateurs. Vous allez peut-être aller voir, je ne sais pas moi, le département vente, département marketing, les utilisateurs. Si c'est une solution de système d'information et que voilà, on veut mettre un site internet de e-commerce, vous allez aller voir peut-être le service qui va l'utiliser. Donc eux, ils vont vous donner des besoins beaucoup plus précis que juste se déployer à l'international. Ils vont vous dire oui, mais alors moi j'ai besoin d'avoir automatiquement la référence du produit, j'ai besoin d'être sûr que le client il sache que c'est en stock ou pas en stock, j'ai besoin de pouvoir générer la facture automatiquement sinon ça me fait trop de travail. Donc ça va être les besoins métiers. Donc ce que je ne considère pas comme une exigence, puisque exigence est égale à capacité d'une solution, c'est la vision métier et stratégique et les besoins métiers ou utilisateurs, enfin besoins métiers ou clients. Et également, j'intègre dedans en matière de continuité de service. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que mon client ou les futurs utilisateurs vont me dire attention, quand on va passer d'un système A au système cible, au système B, moi, il ne faut surtout pas qu'il y ait qu'il y ait une interruption de service sur telle partie parce que sinon c'est une catastrophe. Ça, je le tolère. Par contre, il va falloir mettre en place une procédure pour qu'après, quand le nouveau système sera en place, je puisse récupérer mes billes facilement, etc. Donc ça, ce n'est pas pour moi une exigence. Ce qui est une exigence pour moi, c'est-à-dire ce que je vais décrire dans la conception fonctionnelle, ce sont les fonctionnalités, c'est-à-dire les capacités de la solution ou du produit en termes de comportement et de données d'informations gérées. Donc là, typiquement, fonctionnalité d'impression, fonctionnalité de génération automatique de factures, fonctionnalité de, je sais pas moi, de visualisation en direct du stock, etc. Ça, c'est des fonctionnalités. Ensuite, ce que je considère comme une exigence également, c'est tout ce qu'on appelle les exigences non fonctionnelles. Alors ça, ce ne sont pas des fonctionnalités, c'est un peu différent, mais vous allez devoir les décrire dans vos spécifications ou alors dans vos artefacts agiles. C'est quoi? C'est toujours les capacités de la solution et du produit, mais cette fois-ci, non pas en termes de comportement et de données, mais en termes de conditions pour que celui-ci il fonctionne de manière efficace, efficiente, performante, etc. Alors c'est quoi? C'est tout ce qui est fiabilité, portabilité, maintenabilité, performance, etc. C'est cette notion-là. Parce que, admettons que vous avez une fonctionnalité de génération automatique du niveau de stock, donc d'affichage automatique du niveau de stock. Donc je ne sais pas, vous voulez commander un article et vous voyez il y a 2 articles en stock.
ou 0 article en stock. Donc là, vous savez que le délai n'est pas le même en tant que client du site e-commerce. Donc ça, c'est la fonctionnalité. Eh bien, l'exigence non fonctionnelle, ça sera par exemple la rapidité à laquelle le calcul va se faire. Ou eh bien, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être en fait, il y a plein de... C'est tout ce qui est vraiment... tout ce qui est condition pour que ça fonctionne bien. Parce que si vous avez une fonctionnalité, mais qu'il faut, je sais pas moi, 3 plombes pour que ça mouline et que ça vous affiche le résultat, ça va vous énerver même si la fonctionnalité, elle existe, quoi. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment comprendre la différence. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai fait vraiment pas mal de contenu là-dessus. Il y a une vidéo, il y a aussi de l'information sur mon site. Il y a un template des exigences non fonctionnelles gratuit qui est à télécharger sur mon site dans la rubrique ressources template gratuit. Si vous le voulez, comme ça, vous avez toutes les catégories d'exigences non fonctionnelles pour que vous compreniez bien la différence avec ce qui est notion de fonctionnalité. Et puis, dernière catégorie d'exigences, c'est ce qu'on appelle donc les fonctionnalités de transition dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je me réapproprie ce que dit l'IIBA à ce sujet-là parce que j'ai vraiment eu l'occasion en tant que business analyst de le faire, notamment chez un exploitant autoroutier. Donc il fallait passer d'un système où il y a les panneaux à messages variables au-dessus des autoroutes qui affichent par exemple attention bouchon dans tant de kilomètres ou météo, vent violent, etc. Ou accident dans 3 km, etc. Et en fait, quand on est passé de l'ancien système qui permettait cet affichage-là, et également avec la radio 107.7 d'ailleurs, de l'ancien système du coup au nouveau système, c'est impossible de dire, bah, écoute, pendant 2 jours, il n'y aura rien qui va s'afficher. Ou la radio 107.7, qui radio trafic, elle n'aura aucune information, les journalistes n'auront aucune information à diffuser. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, en tant que business analyst, que vous puissiez dire comment on va faire pendant cette transition. Et donc, c'est ça, les fonctionnalités de transition, c'est de pouvoir dire quelles sont toutes les capacités temporaires, puisque elles vont être jetées entre guillemets à la poubelle une fois que le logiciel sera en place, mais quelles sont toutes les fonctionnalités temporaires qui vont permettre une continuité de service. On y retrouve également tout ce qui est migration de données. La migration de données d'un système A vers un système B, ça ne sera qu'au moment du changement entre un système A et un système B. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est ma classification que vous avez compris qui est fortement inspirée des schémas de certification mais que j'ai mixé parce que c'est comme ça que je les ai expérimentés. Et donc j'espère que ça va être clair désormais pour vous quand vous allez faire votre conception fonctionnelle, que vous saurez exactement quel type d'exigence mettre dans votre documentation, que ce soit des artefacts agiles ou des documents plus complets comme les spécifications fonctionnelles détaillées. Voilà, donc je vais prendre vos questions, je vais me tourner vers mon écran à côté et voir si vous avez des questions. Étienne, si je comprends bien, les exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles doivent couvrir les besoins identifiés. Non, ne doivent pas, peuvent. C'est vraiment la compréhension. On peut avoir des besoins, on peut avoir élicité des besoins, mais dans le cas du projet, parce qu'il y a des contraintes de budget, de temps, technique, on peut très bien être amené à dire « j'ai compris que tu avais un besoin, mais la solution ne va pas les couvrir totalement ou partiellement. » Donc attention à la différence. Après, tu me dis, par contre, à quel moment on peut considérer qu'on a bien élicité l'ensemble des besoins? Quel est le meilleur moment pour commencer à rédiger les exigences et quel est le déclencheur? Alors, ce que je te propose, c'est de faire des lives sur tes questions parce que là, je ne pourrais pas y répondre en 2 minutes. C'est vraiment trop long. Je note vraiment ta question. Hein. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens parce que la question de savoir comment je peux savoir que j'ai élicité l'ensemble des besoins, pas facile. Hein. Est-ce qu'on a une boule de cristal? Est-ce qu'il y a un moyen de s'en rapprocher au minimum? Quel est le meilleur moment pour rédiger les exigences? Ça fait partie aussi de tout ce qui est gestion du cycle de vie du projet. Donc ça, et le déclencheur, tout ça, c'est le projet. Donc ça, vraiment, j'aborderai, c'est une bonne question, plus tard, un autre live. Mariam, tu me dis, c'est quoi la différence entre l'ingénierie des exigences et l'ingénierie système? Au niveau industriel, les systèmes de production sont supportés par des systèmes d'information. Donc tout ce que vous avez expliqué convient au projet industriel. Oui, alors en fait, il faut savoir que déjà en termes d'analyse métier, la business analyse, c'est au carrefour de plein de disciplines. Et en fait, on s'inspire de plein de bonnes pratiques qui sont issues de plein d'autres secteurs, notamment industriels. Il y a par exemple, tout ce qui est Lean, tout ce qui est Kanban, etc. Ça vient à l'origine de l'industrie. Donc, effectivement, alors,
effectivement, un système d'information, c'est un produit particulier. Tu as donc une gestion de projet particulière, mais effectivement, on n'est pas loin du tout de tout ce qui est industrie. Et moi, moi-même, en tant que business analyst, j'ai été dans les systèmes d'information, mais je suis aussi business analyst gouvernance et métier, c'est-à-dire que j'ai été amenée à intervenir dans des cadres de changement non informatiques. Et il y a énormément de similitudes. Par contre, ce n'est pas les mêmes non plus. Donc, l'ingénierie système, franchement, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là, ça ne m'est pas familier, peut-être que je connais sous un autre terme. L'ingénierie des exigences, en fait, c'est le fait d'être tout simplement capable de tracer, d'éliciter, donc de recueillir les exigences exhaustives, fiables, vérifiées, consensuelles d'un futur système et de pouvoir tracer leurs sources jusqu'à leur réalisation dans le système d'information. Donc on va tracer la source de l'exigence, qui a fait la demande. Moi je remonte même plus haut, je remonte aux besoins. Donc la vision métier se décline en besoin utilisateur, qui va se décliner en exigence de la solution, qui va se décliner à la fin quand on va tester en cas de test, on va tester tout ou partie de la solution et on doit pouvoir dire ok, ma couverture fonctionnelle, comme on appelle ça dans les tests logiciels, est de 80%. J'ai pu tester 80% de la solution par rapport aux besoins, aux exigences exprimées initialement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences, cette capacité à éliciter, recueillir les exigences et à tracer leur flux, on va dire, jusqu'à leur réalisation et leur mise en œuvre dans le logiciel. Puisqu'effectivement, les exigences, alors je parle plutôt des besoins, les besoins sont exprimés dans un vocabulaire courant de l'utilisateur, alors que les exigences de la solution sont exprimées dans le langage de la solution. Donc on ne parle pas forcément de la même chose avec le même vocabulaire. Il faut tracer, puisque parfois il faut plein d'exigences pour couvrir un seul besoin, et il faut parfois plein de cas tests pour couvrir une ou plusieurs exigences, et parfois, et souvent d'ailleurs, ça s'entremêle tout le temps. Donc c'est parfois très compliqué de s'assurer qu'on a couvert l'intégralité des exigences. Donc ça, c'est l'ingénierie des exigences. Je t'invite à aller regarder sur le site de l'IREB, IREB, qui est vraiment le schéma de certification de l'ingénierie des exigences, qui explique tout ça en détail. Donc voilà, après au niveau industriel, les systèmes de production sont supportés par des systèmes d'information, oui. Mais ça veut dire que tu as plusieurs produits. Tu as des produits purement industriels, je ne sais pas, des machines-outils par exemple, et puis tu as le logiciel qui va peut-être être implémenté dans la machine-outil pour gérer certaines des fonctionnalités. Donc effectivement, de nos jours, le système d'information, les logiciels, on les voit partout. Et c'est pour ça que 80% des business analysts travaillent dans les systèmes d'information. Donc tu me dis, donc tout ce que vous avez expliqué convient au projet industriel. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, il faut encore être très méfiant parce que la terminologie, encore une fois, elle n'est pas forcément claire pour tout le monde. Donc il faut vraiment vous assurer auprès de vos interlocuteurs qu'ils comprennent bien la même chose que vous. Donc ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est votre compréhension qui est la bonne, puisque c'est clair et non ambigu, mais en face de vous, vous aurez certainement des gens pour lesquels c'est ni clair et c'est ambigu. Donc vérifiez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. La semaine prochaine, alors n'hésitez pas aussi à liker, partager, parce que ça permet à ma page Facebook d'être visible. Ça permet aussi à mon site d'être connu de part et d'autre et de reconnaître un peu mon travail, parce que je bosse beaucoup quand même derrière pour vous apporter tout ce contenu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. La semaine prochaine, je répondrai à la question suivante: comment aider le demandeur à mieux justifier son besoin? Et oui, parce que ça peut sembler paradoxal, mais il arrive souvent que le besoin racine d'un projet ou d'une demande d'évolution d'une solution existante, ça soit pas suffisamment exprimé. Tout simplement parce qu'il y a des besoins inconscients, cachés, latents. Et donc, à la fin, vous allez concevoir une solution. Et si vous n'avez pas réussi à extirper ce besoin auprès de votre demandeur, et vous risquez de faire une très mauvaise conception fonctionnelle et le produit, le logiciel risque de ne pas correspondre aux attentes non plus. Donc ça, c'est le prochain live de la semaine prochaine. Si vous avez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde, comme Étienne l'a fait tout à l'heure dans les commentaires, n'hésitez pas soit en commentaire, soit tout simplement par mail alice@bestofbusinessanalyst.fr. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.